Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 221 de Lithothérapie & Co. Et je vous accueille aujourd'hui pour vous parler d'une pierre que j'adore, qui est la merlinite. Alors la merlinite, c'est un petit peu un nom commercial parce que en général, on va l'appeler de l'opale dendritique ou de l'agate dendritique. Et comme on trouve les deux, on la trouve en opale ou en agate, eh bien moi je la rassemble sur le même nom qui est la merlinite. Alors, comme d'habitude, on va faire un tour d'horizon de cette pierre-là que moi, j'adore personnellement. Et je vais vous en parler juste après. Donc, l'aspect technique d'abord, on va un petit peu voir sa composition, sa formation, ses propriétés, etc. Au niveau de la composition chimique, la merlinite, donc du coup, elle désigne une pierre qui a principalement à base de dioxyde de silicium. C'est la même base chimique que le quartz, mais elle est agrémentée d'inclusions de manganèse ou de fer qui vont former des motifs noirs ou bruns, appelés dendrites. Et donc, ces inclusions, elles sont semblables à des racines ou à des fougères. C'est un dépôt naturel, en fait, de minéraux métalliques cristallisés au cœur de la pierre. Parce que dendron, ça vient de dendron, qui veut dire arbre, en fait. Et donc, quand on la voit, on a l'impression vraiment que c'est une pierre ou qu'il y a une fossilisation un petit peu végétale à l'intérieur. C'est juste magnifique. Je ne sais pas si on a déjà vu, mais c'est d'une beauté sans pareille. Et donc, selon sa structure, la merlinite, elle peut être soit en opale dendritique, donc ça veut dire qu'elle va être amorphe et légèrement laiteuse et elle va contenir parfois des traces d'eau, ou elle peut être aussi en agate dendritique, et donc dans ce cas-là, elle appartient à la famille des quartz microcristallins. Donc, cette dualité structurelle, elle contribue aussi à sa richesse vibratoire, et ça, on en reparlera tout à l'heure. Au niveau de la cristallographie, du coup, c'est pareil. On va avoir deux choses qui vont être un petit peu différentes, puisque l'agate dendritique, au niveau du système cristallin, elle va plutôt avoir un système trigonal, donc microcristallin, alors que l'opale dendritique va avoir un système amorphe, donc non cristallisé. Au niveau de l'éclat, c'est une pierre qui peut être un peu vitreux à soyeux. Elle a une dureté entre 6 et 7 au niveau de l'échelle de Mohs, une densité entre 2,55 et 2,65. Et au niveau de la transparence, elle peut être légèrement translucide, mais on va la trouver principalement opaque. Au niveau des couleurs, du coup, on peut avoir vachement de variétés et de visuels différents. On va la trouver plus principalement avec ce blanc laiteux, un peu gris clair, crème. Mais parfois, elle peut aussi être légèrement bleutée avec des dendrites qui sont noires, brunes ou gris foncé. Moi, j'en ai eu de Madagascar qui aussi avait un petit peu plus de vert très léger à l'intérieur ou de violacé aussi, ça arrive également. Donc, ce qui est incroyable, c'est que cette pierre-là, c'est pareil, elle est unique. Il n'y en a pas deux pareilles parce que ces dendrites naturelles, elles créent des dessins uniques, en fait, tout simplement. Et on va avoir qui vont être principalement noires parce qu'elles vont avoir beaucoup de dendrites à l'intérieur. D'autres qui vont être principalement blanches parce qu'elles vont moins en avoir. Mais même à l'intérieur de ces pierres-là, les motifs vont souvent être comparés à des paysages miniatures, à des forêts d'hiver, à des racines souterraines. C'est juste magnifique à observer. Donc, voilà un petit peu pour le côté cristallographie. Au niveau du processus de formation, il faut savoir que la merlinite, elle se forme dans les roches siliceuses lorsque les solutions sont riches en dioxyde de silicium. Et donc, en fait, elles vont pénétrer dans les fissures des roches volcaniques ou sédimentaires. Et au fil du temps, la manganèse et le fer qui sont présents dans ces fluides vont venir s'infiltrer dans la pierre et se cristalliser sous forme de ramifications. C'est un processus qui est très lent, qui est très précis, et c'est ce qui va créer les motifs caractéristiques des dendrites. Et ces figures minérales, elles sont en fait de véritables fossiles énergétiques de fluides métalliques en fait. Et ça témoigne de mouvements anciens de la Terre. Est-ce que ça, c'est pas beau? Et est-ce que déjà, rien qu'avec ça, on sent pas déjà l'empreinte et l'énergie de la pierre dont je vous parlerai tout à l'heure?
Alors au niveau de la géologie et des gisements, la merlinite elle est extraite principalement en Inde. On la trouve notamment dans la région du Rajasthan et elle est connue pour la qualité de surtout les opales dendritiques. Mais moi par exemple, elles proviennent principalement de Madagascar, vous le savez, en circuit éco-sourcé. On en trouve également au Mexique, au Brésil, aux États-Unis et dans certaines zones de France aussi, notamment au niveau du Massif central et du Var. Et chaque gisement va vraiment offrir une nuance qui va être différentes. Donc certaines pierres vont être très contrastées, donc du noir sur du blanc pur, d'autres beaucoup plus douces, gris bleuté, crème, brun clair. En fait, en fonction des gisements et des pays d'origine, vous pouvez avoir des agates ou des opales dendritiques qui vont être complètement différentes. Et ça, il faut le savoir, et pourtant, c'est la même pierre. Bon, faisons maintenant un petit tour de l'histoire et de l'utilisation de cette pierre à travers les civilisations. Alors déjà, on va reparler de l'origine du nom et de la symbolique, parce que vous le savez, on a déjà parlé du côté dendritique, dendron, arbre, avec justement ces visuels et ces paysages qui se dessinent dessus. Mais si on l'appelle la merlinite, c'est pas pour rien, ça fait référence au légendaire enchanteur Merlin, qui est un symbole de connaissance ancestrale, de lien entre les mondes et de sagesse spirituelle. Donc il évoque les druides, les chamans et les initiés, sauf qui savaient à l'époque vraiment lire les signes de la nature et communiquer avec les forces invisibles. Donc traditionnellement, vous allez le voir, ça va être important derrière, mais cette pierre, elle est vraiment associée aussi à la magie blanche, et à l'équilibre des polarités, le jour, la nuit, le conscient, l'inconscient, la lumière et l'ombre. Mais on y reviendra. En tout cas, vous voyez, elle porte déjà cette empreinte qui est assez forte. Dans les civilisations anciennes, bien que le nom de merlinite soit récent, les pierres dendritiques étaient utilisées depuis l'Antiquité. Les Grecs les voyaient comme des pierres de croissance, de prospérité. Et ça, c'est grâce à ce motif végétal qui était perçu comme un symbole de fécondité, de fertilité et du coup de récolte. Les Romains, eux, ils en faisaient des talismans pour attirer l'abondance et protéger les récoltes. Donc vous voyez, il y a toujours le même lien qui revient. Et dans les traditions celtes et nordiques, on croyait que les dendrites étaient les racines des mondes souterrains, connectant en fait la terre à ses esprits. C'est pas incroyable ça? Et donc elles servaient souvent lors de rituels pour renforcer la clairvoyance, la communication avec les forces naturelles. On va maintenant faire un petit tour au niveau des traditions spirituelles et chamaniques, parce que chez les Amérindiens, comme certaines traditions d'ailleurs même en Afrique ou en Asie, les pierres marquées de ces symboles naturels étaient souvent perçues comme des messages directs de la terre. Et donc elles étaient utilisées pour entrer dans des états de transe pour la divination, pour retrouver l'équilibre énergétique du corps de l'âme, pour se connecter à des mondes spirituels beaucoup plus intenses. Et la merlinite, avec ses dessins qui sont organiques, est aujourd'hui encore considérée comme un outil d'accès à la mémoire de la nature. C'est une pierre qui parle, en fait, dans le langage des symboles. Donc voilà un petit peu pour ce côté historique, culturel. Maintenant, on va parler justement de actuellement, comment est-ce qu'on utilise la merlinite, quelles sont ses vertus, et vous allez voir que c'est vraiment en lien avec tout ce que je viens de vous dire. Alors actuellement, la merlinite, vu qu'elle est blanche et avec ses petits dendrons dessus, elle est vraiment liée plutôt au chakra coronal, mais elle fait vraiment ce lien terre-ciel, puisqu'il y a aussi ce côté de connexion à la terre. C'est une pierre d'équilibre yin-yang, d'équilibre des polarités de manière générale, puisqu'elle est blanche et noire, donc elle intègre ce yin, ce yang, la nature, le végétal, l'équilibre entre les deux. Et donc c'est une pierre qui est vraiment très importante pour travailler justement sur son équilibre et l'équilibre entre ces polarités. C'est aussi, comme on l'a dit auparavant, une pierre qui nous vient en hommage à Merlin l'Enchanteur. Donc c'est une pierre qui nous connecte, de manière chakra coronal, à nos énergies, à notre magie, à nos capacités à entrer en connexion avec le monde subtil et à nos dons. Donc si c'est quelque chose que vous voulez développer, cette pierre, elle peut vraiment vous aider à aller un petit peu plus loin dans cette partie-là. De manière générale, c'est une pierre qui va venir équilibrer les polarités, qui va nous permettre de retrouver aussi une unité intérieure. Donc c'est une pierre qui est beaucoup utilisée lors des méditations, quand on a besoin d'introspection, quand on est en quête aussi de réponses, d'intégration, quand on a des luttes personnelles, quand on a besoin de comprendre certains blocages à l'intérieur de nous. C'est une pierre de maturité énergétique en fait, qui est juste spectaculaire. Donc voilà, c'est une pierre qu'on peut vraiment utiliser pour ça. En tout cas, moi je vous l'invite à l'utiliser pour ça parce qu'elle est vraiment incroyable. Moi c'est une pierre que j'affectionne particulièrement et qui aide énormément. Quelques petites anecdotes maintenant sur la merlinite, parce que ça je pense que c'est quand même assez important. Alors comme je vous l'ai dit, c'est une pierre
vivante entre guillemets parce que chaque motif dendritique est le résultat d'une croissance minérale qui a été spontanée, naturelle. Deux merlinites ne sont jamais identiques car les fluides métalliques qui les ont formées, en fait elles ont suivi des chemins qui sont complètement aléatoires et ça c'est déjà magique. En parlant de magique, comme je vous l'ai dit, c'est la pierre du mage puisque certains courants ésotériques modernes associent la merlinite au mage intérieur, à Merlin, et donc qui sait unir la conscience à la matière. Dans l'art, on va faire un zoom sur l'art, les dendrites. Au XIXe siècle, il y a des naturalistes et des artistes européens qui collectionnaient ces pierres-là pour leurs motifs jugés pictoraux et elles étaient surnommées paysages minéraux et servaient de modèles à des gravures et à des aquarelles. Est-ce que ça, c'est pas trop cool, franchement ? Voilà, et si vous avez cette pierre, je termine juste sur un petit onglet de purification, de rechargement. Au niveau de la purification, elle supporte bien l'eau et donc vous pouvez utiliser toutes les méthodes de purification avec elle. Rechargement, c'est pareil, faites attention, c'est quand même une pierre blanche, donc le soleil, ça va moins lui aller. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour d'horizon de la merlinite et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Ciao, ciao!